Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour représenter Agorapulse et pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne pour faire du web et du mobile chez Agorapulse. Et c'est mon premier talk au Devoxx France. Donc pour me présenter, je m'appelle Colline, j'ai 27 ans et je suis développeuse front-end mobile chez Agorapulse depuis 2 ans et demi. Avant, j'étais développeuse full stack en PHP et en Angular. Et je me suis vite rendu compte que ça ne correspondait pas tellement à mes ambitions et à ma personnalité. Surtout que j'avais une forte appétence pour l'UI et l'UX mobile. Et donc là, vous pouvez voir notre application chez Agorapulse. Donc le sujet du jour, c'est faire du web ou du mobile et pourquoi pas les deux. Donc l'objectif de cette présentation, ça va être de vous montrer qu'il est possible et même facile de faire du mobile quand on sait déjà faire du web. Donc dans cette salle, il y a peut-être des gens qui sont chefs d'entreprise, chefs de projet ou tout simplement développeurs avec des projets perso. Quand on se pose la question d'ajouter une application mobile à une application web existante, on se pose souvent beaucoup de questions. Et pour vous donner un exemple, chez Agorapulse, on avait déjà une appli web et on voulait une application mobile qui propose la moitié des fonctionnalités de l'appli web sur iOS et aussi sur Android. Donc on a 30 développeurs web. Et là, on se pose la question, combien il va falloir de développeurs mobiles? Est-ce que ça va avoir un coût? Et en général, quand on pose cette question, les décisionnaires peuvent se mettre à paniquer sur ce coût-là. Et en fait, chez Agorapulse, nous sommes 2. Donc, mon manager et moi-même, nous sommes 2 développeurs mobiles front-end pour cette application. Donc, je vais vous expliquer comment. Déjà, pour commencer, la complexité du mobile, c'est un mythe. Par le passé, ça pouvait être compliqué, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est vrai que quand on est développeur web et qu'on veut commencer à s'intéresser au mobile, on se dit, je vais devoir apprendre le natif, je vais coder en Swift, je vais coder en Java Kotlin, je vais devoir apprendre à déployer sur iOS et sur Android, sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Comment faire pour que l'appli soit exactement identique sur les deux? Est-ce que je vais avoir 2 équipes, 2 morceaux de code? Et là, on se dit, OK, gros mur, je ne vais pas y arriver. Mais en fait, on peut oublier tout ça grâce à la magie des frameworks hybrides. Donc, la plupart des développeurs savent faire du CSS, du HTML, du JavaScript ou du TypeScript. C'est quelque chose de pas très compliqué. Avec ces 3 choses-là, aujourd'hui, vous pouvez créer une application mobile. Nous, on le fait avec Ionic, qui est basé sur Angular, mais c'est possible avec n'importe quel autre framework web. Voilà. Donc, je suis passée de développeuse web à développeuse mobile en pas beaucoup d'efforts. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de comment c'est rapide de créer une application mobile. Donc là, je vais juste vous mettre une petite div avec une classe pour le style. À l'intérieur, je vais écrire Hello Devoxx. Je vais mettre une petite image. Ça se passe exactement comme sur du web. Donc, les images sont rangées dans Assets. Donc là, je suis sur un projet existant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fichiers, mais en fait, il n'y en aurait pas tant que ça. Le CSS, ça se passe exactement comme sur le web. Je ne l'ai pas fait en live parce que ce serait un peu long et que personne n'aime le CSS. Et au niveau du TypeScript, par exemple, si jamais j'ai envie de faire cette conférence à un autre congrès, je peux utiliser des variables en TypeScript et les utiliser dans le HTML comme on ferait dans une application web. Et donc là, j'ai un compiler en local. C'est la même chose que sur Angular. Et je vais pouvoir... Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai une erreur, mais... L'image, j'ai oublié de la fermer, en effet. Merci. Oui, donc c'est les lois du direct. Et donc, en fait, ça va compiler exactement comme une application web et on va avoir le résultat directement sur Chrome. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut débugger avec les éléments, la console, le network, tout exactement comme si on était sur une application web. Donc, en fait, c'est un jeu d'enfant. Et là, vous allez me dire, OK, mais moi, je ne veux pas une application sur Chrome, je veux une application sur un téléphone. Et ça, tout de suite, on parle de déploiement et ça fait peur. Mais en fait, c'est totalement automatisable aujourd'hui. Et donc, j'ai une commande que nous avons créée pour ça.
Cette commande, auto-release beta patch, ça va me mettre l'environnement bêta. Ça va augmenter le numéro de version au niveau du patch, mais j'ai aussi minor et major. Et à partir du moment où je vais le runner, en fait, dans 15 minutes, ça va arriver sur iOS et sur Android pour les testeurs internes. Et donc, ils auront une notification sur leur téléphone qui leur permettra de télécharger la nouvelle application bêta. Et si jamais j'ai envie de le mettre en production, il y a juste un bouton sur lequel cliquer sur l'Apple Store et sur Google Play Store. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant qu'on a acté ça, je vais vous expliquer comment on fait les choses concrètement chez Agorapulse, étant donné qu'on n'est que deux. Déjà, pour pouvoir faire du mobile, on n'a pas eu besoin de grand-chose. On a eu besoin d'une connaissance dans un framework web. Comme je disais, j'ai commencé avec Angular. On a eu besoin d'un peu d'appétence pour l'UI mobile. Et c'est tout. On était parti pour monter une équipe. Donc déjà, ce qu'on ne fait pas au mobile, parce qu'on est obligé de déléguer pas mal de choses, étant donné qu'on n'est pas beaucoup, on ne va pas du tout faire de back-end. Comme je le disais, on est basé sur une application web existante, donc toutes les API ont déjà été faites. L'infrastructure est gérée chez Agorapulse par une équipe d'experts. Et on va réutiliser tout ce qui existe déjà. On ne va pas réinventer la roue au niveau du back-end. On s'est posé la question d'avoir un back-end pour le mobile. En termes d'indépendance, ça pourrait être un plus parce qu'on pourrait développer des fonctionnalités qui seraient uniquement sur le mobile. En termes d'agilité, ça pourrait être bien parce que c'est vrai qu'on est obligé de souvent communiquer avec les développeurs back-end et parfois on attend après eux. Donc, ça nous empêche d'être aussi agile qu'on le voudrait. Et en termes de rétrocompatibilité, ça pourrait être bien aussi parce que les releases web et mobile sont décalées, étant donné que nous, sur le mobile, on doit attendre l'approbation des stores pour pouvoir lancer l'application en production. Donc, on ne peut pas se synchroniser avec les processus du web. Donc, il faut qu'on travaille sur la rétrocompatibilité. Mais, cela étant dit, on aurait beaucoup de désavantages à avoir un back-end pour le mobile. Déjà, en termes de ressources, on serait obligé d'être au moins 4, j'imagine. En termes de formation, on est 2 développeurs qui n'avons pas fait de back-end depuis 2 ans et demi. Donc, ce serait un peu de temps pour se former. Et ensuite, on aurait beaucoup de code dupliqué parce que, encore une fois, c'est une application qui propose les mêmes fonctionnalités sur le web et sur le mobile. Donc, ça ne sert à rien de tout refaire. En ce qui concerne le front-end, et c'est ce qui va plutôt nous intéresser, on a une architecture en monorepo avec des dossiers mobiles qui vont s'occuper de l'interface et de l'expérience mobile et des dossiers web qui vont s'occuper de l'interface et de l'expérience web. Et on va avoir des libs partagés. C'est 90% du code aujourd'hui qui est partagé entre nos 2 équipes. Comment ça se passe concrètement ? On va avoir sur le web des composants UI qui sont spécifiques au web. Et sur le mobile, on ne va pas avoir les mêmes composants. On ne va pas faire du responsive avec les composants existants. On va utiliser des composants qui sont mobile friendly, qui vont rendre l'expérience fluide et qui vont donner l'impression à l'utilisateur qu'il est sur une appli mobile conçue pour le mobile, qui n'a jamais été associée à du web d'aucune sorte. La deuxième chose, on ne va pas avoir le même routing. Par exemple, sur le web, un formulaire, il va pouvoir être affiché sur une seule page. Sur le mobile, c'est pas cool d'avoir à scroller pour lire un formulaire, donc on va l'afficher sur plusieurs pages. Donc, toute la navigation et l'architecture de l'application vont être différentes. Enfin, au niveau du design system sur le web, c'est un design system qui est partagé entre toutes les équipes web. Nous, on ne va pas l'utiliser, on verra ça par la suite. Par contre, nous, ce qu'on aura qui est différent, ce sont des plugins qui vont permettre d'accéder aux fonctionnalités hardware du téléphone, comme par exemple le clavier ou l'appareil photo. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est tout ce qui est partagé, et c'est le gain de temps énorme dont je vous parlais. Par exemple, on va avoir un state management, on utilise le store NGRX, mais on peut retrouver les mêmes choses en Vue et en React. Et grâce à ce store, on va avoir exactement les mêmes calls API via les mêmes services. Et donc, ces calls API vont appeler les endpoints qu'on a partagés précédemment. Et on va avoir la même sérialisation. Donc, on va formater les réponses des API sous les mêmes modèles pour pouvoir parler le même langage. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir des spécifications métiers qui seront exactement les mêmes, c'est-à-dire que si jamais un jour il y a un droit utilisateur ou quelque chose lié à l'abonnement, etc., qui va changer au niveau du produit, on n'aura à le changer qu'à un seul endroit dans le code et ça se répercutera sur toute l'application. Ça nous permet, ces modèles partagés, de parler le même langage métier, mais ce qui nous permet de parler le même langage de code, c'est le fait qu'Ionic soit basé sur Angular. C'est-à-dire que nous, à l'équipe mobile, on n'a pas le temps de se consacrer vraiment à la partie code partagé, mais on va pouvoir la comprendre, l'utiliser,
l'améliorer, y contribuer. Et on va pouvoir également l'adapter à notre façon de faire si jamais on en a besoin. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique parce que ça évite d'avoir des murs entre les équipes où on ne se comprend pas et où on ne peut pas aller voir le code des autres. Mais comme c'est beaucoup codé par les équipes web, ça nous permet à deux de se concentrer sur ce qui nous passionne et sur ce qu'on sait faire de mieux, l'expérience mobile. Donc maintenant que je vous ai parlé de cette quantité de code partagé, on ne peut pas ne pas parler de collaboration. On a eu par le passé des soucis de collaboration parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de code en commun, quand on change quelque chose, ça peut tout casser chez les voisins. Donc la première chose qu'on a mise en place, c'est les code owners sur le monorepo. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur GitHub, on peut mettre en place des code owners, c'est-à-dire qu'on va avoir un monorepo, mais avec par exemple le dossier mobile, sur lequel je vais être considéré comme propriétaire du code. Et à chaque fois que quelqu'un fera une PR avec une ligne de code sur le mobile, je vais être automatiquement reviewer de la PR. Donc ça va me permettre d'avoir un filtre et de regarder tout ce que les gens vont faire sur du code qui m'impacte et qui pourrait casser mon application. Étant donné que l'erreur est humaine et qu'elle arrive, on a aussi mis une deuxième couche de sécurité qui est d'avoir un mobile build. Donc en fait, on a un build mobile prod qui run sur toutes les PR de tous les développeurs de la boîte et qui va permettre de s'assurer qu'un changement dans le code commun de l'un des 30 développeurs ne va pas casser notre build et nous empêcher de travailler, comme ça a pu arriver avant. Et la troisième couche, qui arrive beaucoup plus en aval, c'est les tests end-to-end. Ils vont tourner 2 fois par jour. On a un QA, donc c'est Quality Analyst, dans chaque équipe qui va s'occuper de ces tests end-to-end pour faire en sorte de contrer les plus grosses régressions. Et au niveau du back-end, on va avoir plutôt tendance à se pencher sur la rétrocompatibilité. Ça va être notre plus gros problème. Là aussi, on a des processus mis en place. C'est-à-dire que nous, on va forcer l'update des utilisateurs à des moments sur l'application, sur le web de la même manière. Et donc, on va avoir des systèmes pour prévenir les développeurs back-end que tous les front-ends sont à jour pour pouvoir passer à la version suivante. Et enfin, tout ça, ça n'empêche pas la communication qui est primordiale pour que ça se passe bien dans des équipes qui partagent autant de code. Donc, on a de la communication formelle, informelle, sur Slack, avec de la documentation. On a également des formations, des guildes transverses pour communiquer entre toutes les équipes. C'est vraiment important, quand on partage du code, de ne pas être une équipe mobile dans un bureau et une équipe web dans l'autre. Il faut vraiment se parler et communiquer, sinon ça ne peut pas marcher. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment on fonctionnait, je dois évidemment vous parler des pièges à éviter, puisqu'on est tombé dans un certain nombre d'entre eux. La première mauvaise idée qu'on a eue, c'était de partager le design system. Donc on avait un design system qui existait déjà et qui était partagé entre toutes les équipes web, puisqu'ils sont 5 squads au niveau du web et qu'on a une seule équipe mobile. Et en fait, au début, on partageait les formulaires, les listes, les éléments d'animation, etc. Et on s'est vite rendu compte que ça ne rendait pas l'application mobile fluide et que ça faisait très web responsive. Et on a eu un designer mobile qui s'est vraiment attaché au fait de rendre l'expérience la plus fluide possible. Et donc, on a tout enlevé et on n'avait plus à la fin que les icônes et les couleurs. Donc, c'était dommage de tirer toute une librairie de design pour des icônes et des couleurs. Et on a sorti ça du design system et on a arrêté de l'utiliser. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est les actions locales dans le code partagé. C'est-à-dire que quand on reçoit la réponse d'une API, parfois on va avoir envie de rediriger l'utilisateur vers une page. Sur le web, c'est une page, peut-être que sur le mobile, c'est une modale. On ne va pas pouvoir rediriger, utiliser des URL, utiliser des composants d'affichage dans le code partagé. Et ça m'en fait venir au troisième point. Il ne faut pas faire de front-end store for UI. C'est-à-dire que nous, on a un store partagé qui va aller formater tous les éléments, mais il faut qu'il soit agnostique de la méthode d'affichage. Pour donner un exemple, ce que vous voyez à l'écran, à gauche, c'est le web et à droite, c'est le mobile. C'est la même page. C'est-à-dire que ce sont des posts affichés dans le temps. Sur le côté web, on va avoir un calendrier avec les posts sous forme de lignes qui vont être résumés et sur lesquels on peut cliquer ensuite. Sur le côté mobile, on va avoir une liste scrollable avec des cartes qui montrent déjà la majorité des informations. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est attention aux performances. On a eu des développeurs web qui ont utilisé un peu à outrance le local storage. Ça ne pose pas de problème sur le web. Sur le mobile, ça a fait déborder tous les local storage de nos clients.
et l'appli a craché. Quand on se met à faire du mobile par-dessus son application web, il faut changer de mindset par rapport aux performances. Ça devient beaucoup plus important qu'avant. Pour conclure, j'espère que j'ai un peu démystifié le fait de faire du mobile quand on a déjà une application web. Et je vous laisserai sur le mot de la fin, oser le mobile. Et on recrute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que le web s'occupe de la partie responsive? Alors, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le device va être plus petit qu'une tablette sur laquelle c'est agréable de travailler sur le web, en fait, on va avoir un splash screen qui va amener l'utilisateur à télécharger l'application mobile. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer les fonctionnalités en général, il y en aura plus. Donc, on en a la moitié sur le mobile par rapport au web, parce qu'il y a plein de choses que les gens vont avoir envie de faire sur l'ordinateur, comme éditer des images, etc., par exemple. Par contre, sur le mobile, on va avoir des fonctionnalités de mobilité. C'est-à-dire, par exemple, comme vous avez sur Gmail, des sliding options pour pouvoir aller plus vite, supprimer des choses plus rapidement, etc. Ce genre de choses, on va l'avoir mis sur le mobile pour que les gens puissent checker rapidement, vider leur boîte de réception et faire ça de façon avec une vision plus globale, alors que sur le web, on est plus en profondeur. Il faut s'arrêter ? Ok. Bon. Bien, merci.